pas que t'as beau mettre le mec le mieux intentionné à la tête du pouvoir, le fait d'être isolé dans ton palais élyséen et d'avoir tous les pouvoirs entre les mains, ça fait de toi un mauvais type à la fin. Du coup, finalement, c'est pas de sa faute en fait. Si je t'écoute là, il subit. Il subit sa position. Non, mais c'est pas ça. C'est que lui, c'est simplement un exécutant zélé. Tu vois, c'est un petit nerviste, c'est-à-dire que c'est un petit serviteur, mais il y a un système qui est taillé pour lui. C'est-à-dire que lui, effectivement, c'est une ordure. Mais il a un système qui lui permet d'être là en tant qu'ordure. Et c'est ça qu'il faut, il faut un peu de maturité politique. C'est-à-dire que moi, je le déteste, c'est une saloperie. Et si je l'ai... et à chaque fois que j'ai pu, parce que j'ai fait en sorte de m'approcher de lui, bah, j'ai pas eu des mots tendres. Et notamment, j'ai eu des mots forts qui me valent un procès, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, je veux dire, honnêtement, je comprends tous les gens, et ils ont raison, qui le laisseraient pas 5 minutes entier, quoi. Face à eux, c'est légitime, c'est une crapule. Il n'y a pas de mots assez forts pour dire à quel point voilà, je veux dire, il n'y a pas de mots assez forts pour condamner l'action de ce mec, parce qu'il a du sang sur les mains, parce que c'est un criminel, parce qu'avec les ordonnances travail, il a causé la mort de certaines personnes au travail, parce que en ne mettant aucun moyen alors qu'il y a des solutions simples comme la réquisition qui existe en plein hiver pour réquisitionner des logements, il a causé la mort de certaines personnes dans les rues du pays. Parce que quand tu as du pouvoir et que tu ne fais rien face à des problèmes concrets, ben indirectement, ou même plus ou moins directement, tu causes la mort de plusieurs personnes. Donc oui, c'est un criminel. Par contre, plus que le dégager lui, parce que je veux dire par là, c'est que c'est pas si tu dégages Macron que tu vas tout de suite, ça va être le meilleur des mondes. Oui, c'est qu'il faut détruire. Le problème, il est plus c'est un système, il faut le détruire. Il faut détruire la 5e République et il faut construire une première démocratie, une nouvelle commune. Pourquoi je dis nouvelle commune ? Parce que pour moi, le modèle politique le plus abouti en termes de démocratie, c'est la Commune de Paris 1871. C'est ce truc-là qui consiste à dire finalement la meilleure des manières d'avoir un régime démocratique, c'est pas d'avoir un régime qui soit centralisé, c'est d'avoir un régime à l'échelle de la commune, un régime politique. Parce que la démocratie, tu l'exerces quand tu parles de ce que tu connais, quand tu parles de ton territoire. Donc plus l'échelle elle est locale, plus c'est démocratique. C'est en ce sens que moi, je me dis communaliste et j'appartiens à un mouvement, PEPS, pour une écologie populaire et sociale, qui est communaliste et qui porte le projet d'une seconde commune. Je pense souvent que dans le milieu militant, on perd mais un temps fou à dire c'est ma manière de lutter qui est la meilleure et c'est pas la tienne, à faire ces chamailleries, ces gamineries. Mais ça suffit les gars, arrêtons de vouloir imposer le monopole et l'hégémonie d'une forme de lutte, conjuguant la diversité de nos luttes. C'est-à-dire que si toi, ça te plaît pas de militer à l'intérieur, le fais pas, mais n'empêche pas ceux qui veulent militer à l'intérieur de le faire. Vice versa, si toi tu veux pas aller en manif, par contre tu veux t'engager dans des élections locales ou nationales, fais-le, mais ne critique pas celui qui ne veut pas le faire. Donc pour moi, il doit y avoir cette intelligence, parce que quand les bourgeois, eux, ils ont leurs intérêts qui sont en danger, ils sont capables de faire fi de leurs divergences. Par contre, nous, qui avons déjà bien peu de choses, lorsqu'il est question de s'unir, tout de suite on se chamaille. Donc il faut faire preuve de tactique. Alors il y a une question de Rémi qui est assez intéressante, qui dit « J'aime l'idée, mais dans les deux cas, extérieur et parallèle, la pression est grande, le système ne veut pas tomber. » Et il y avait aussi une intervention de LMD qui disait « Tout ce que tu décris se fait balayer par les empires médiatiques qui font la pluie et le beau temps. » Je trouve que ces deux interventions, elles sont complémentaires. Alors, elles sont très complémentaires parce que bon là je suis pas du tout exhaustif et justement l'idée c'est qu'on prenne le temps de revenir sur tout ça. Bien sûr. C'est un petit peu aussi ce que tu abordes à travers cet ouvrage, c'est de poser un petit peu ces pistes-là, d'amener un peu ces pistes-là qu'on espère se voir développer dans de prochains ouvrages. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est en fait quelque part ce livre pour toi c'est un peu un espace de réflexion, de mise en commun, un peu comme à l'époque. On va dire la grande époque des Gilets jaunes où les gens se retrouvaient, venaient chacun avec leur mode de lutte, avec leur expérience et puis partageaient tout ça. Et tu sais, il y a beaucoup de potes et de camarades en lisant le bouquin qui m'ont dit « Richie, quand on lit ton livre, on a l'impression d'être sur un rond-point. » Parce que ça vit, ça dialogue, etc. Il y a parfois des contradictions et c'est assumé. Je veux dire, ça sert à rien de vouloir faire le mec qui n'a aucune contradiction. On a tous des contradictions. Il faut juste parfois réussir à les équilibrer. Mais pour répondre aux questions qui ont été posées, sur dire tout va être balayé. Alors bien sûr que l'appareil médiatique, il est là pour ça. Il va jeter le discrédit sur ce que l'on fait, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il va chercher à nous criminaliser, à nous faire passer pour les fous furieux, pour les plus dangereux. C'est une évidence. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Bolloré et compagnie, ils injectent des millions dans des médias. Il faut savoir que les médias, sur le plan économique, c'est ce qui leur rapporte le moins. Néanmoins, ils sont à perte même. Ils sont à perte. Quand il y a eu les auditions de l'Arcom, ils étaient à 50 millions de pertes rien que sur une chaîne. Ils sont déficitaires en tant que tels. Par contre, avoir les médias, ça fait d'eux des faiseurs de rois. C'est-à-dire qu'en ayant les médias dominants, c'est eux qui placent
des petits apparatchiks qui sont marionnettistes en quelque sorte, et ils placent leurs soldats dévoués, leurs ouvriers, leurs employés très zélés. Macron en est un. Macron, c'est un petit nervi de la finance. Il est placé par la finance et notamment par les milliardaires détenteurs des médias. Et ça lui permet quoi ? Eh bien, ça permet à ces gens-là que M. Macron mène des politiques, notamment fiscales, qui sont avantageuses et qui permettent de jouir. Donc en fait, c'est un placement, c'est un investissement qui, sur le court terme, peut paraître peu rentable, mais qui, sur le long terme, est rentable à donf, parce que je veux dire, les plus riches ne se sont jamais mis autant les poches en France depuis l'avènement de Macron. Ensuite, sur la deuxième, et je veux dire, par ailleurs, pour finir de répondre à cette question, c'est pas parce que eux nous jettent le discrédit qu'on doit arrêter de faire quoi que ce soit. Je veux dire, évidemment, et tu as raison de le souligner, camarade, il faut être conscient qu'ils vont nous cracher à la figure. Par contre, il faut pas s'arrêter à ça, il faut pas s'arrêter à leur cracher à la figure. Ceci étant dit, ça permet de répondre à la deuxième question. Il y a un lien. Comment on fait pour contrer ça ? Eh bien, on crée et on renforce des structures médiatiques indépendantes, dissonantes, c'est-à-dire qui ne vont pas dans le sens de la doxa dominante, qui permettent de faire entendre un autre mot d'ordre. Aujourd'hui, et j'en parle beaucoup de cette question des médias dans le livre, on a la chance d'avoir l'outil numérique, qui a beaucoup de limites, etc., qui est contrôlé par des GAFAM, c'est-à-dire des grosses entreprises, également les plus riches et les plus puissants. Néanmoins, c'est aussi un espace dans lequel il y a une certaine liberté. Et sur cet espace-là, on peut injecter des contenus médiatiques, interviews, discussions, chroniques, qui sont différents de ceux qu'on nous sert là, quand ils nous vendent la soupe sur CNews et BFM par exemple. Et qui se démocratisent de plus en plus, qui sont beaucoup plus, qui sont très populaires aujourd'hui. Et ton travail en est un merveilleux exemple, mais on pourrait citer encore beaucoup d'autres gens. Ce travail d'éducation citoyenne, d'éducation populaire, on l'appelle comme on préfère, moi je le trouve précieux. Et justement, il permet quoi ? Il permet, avec l'outil, l'audience que tu as développée, d'aller visibiliser certains discours que les médias dominants occultent, d'aller visibiliser certaines luttes que les médias dominants occultent. Donc moi, j'ai toujours eu ce truc dans la vie, et ça vient sûrement de ma formation politique pendant les Gilets jaunes, parce que c'était un mouvement plein d'espoir où les gens allaient au contact, de se dire on baisse pas les bras, de se dire c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut pas faire. Tu vois, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a jamais vraiment de problème. Peut-être que si les problèmes sont là, mais il y a toujours des solutions par contre. Des problèmes, il n'y en a pas toujours. Les solutions, il y en a toujours. Interview ? Et on vous rappelle que si vous voulez retrouver son bouquin, donc Arrachons une vie meilleure, je vous le remontre. J'ai vu quelqu'un dans les commentaires dire qu'il avait repris justement ta formule en disant c'est bien, on en achètera, on se le partagera. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça dans toutes les librairies. Vous a mis un lien si vous voulez le retrouver directement sans vous trop vous fatiguer, mais sinon vous tapez juste le nom du bouquin et puis vous devriez le trouver assez facilement normalement. Donc j'espère que en tout cas cette interview vous aura plu. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait le petit geste très épuisant qui consiste à mettre un pouce sur cette vidéo. Un front intérieur, un front extérieur et un front parallèle. Je m'explique. Le front intérieur de lutte, c'est que pour moi, et je l'assume, et il y en a beaucoup qui sont en désaccord avec moi, il faut qui font partie du système. C'est ça, il faut qu'à l'intérieur du système, il y ait des gens qui portent nos voix. Alors bien sûr, moi je suis conscient que ça va pas changer nos vies fondamentalement que d'aller voter tous les 5 ans, et que c'est pas forcément par les institutions qu'on va changer nos vies, qu'on va changer la vie, comme diraient certains. Par contre, avoir des députés, des élus qui, au sein des institutions, font entendre la voix des gens, et Dieu sait que c'est rare, eh bien c'est important. Pourquoi ? Parce que tu te retrouves en pleine période de mouvement social, eh bien dans ce cas de figure, c'est beaucoup plus impactant si tu as des gens qui sont capables dans l'hémicycle de faire entendre la voix des travailleurs, des travailleuses, qui humblement disent « j'ai pas la science infuse, mais moi je veux faire écho aux souffrances des gens ». Est-ce que c'est aussi porteur d'espoir, quelque part ? C'est ça. Et puis il faut savoir qu'un député aujourd'hui, ou une députée par exemple, il a des relais médiatiques. Et pour moi, il faut se saisir de ça. Je veux dire, aujourd'hui, tu as un nombre de caméras et de médias qui sont focus sur le travail parlementaire, sur l'Assemblée nationale. Tu as LCP qui bat des records d'audience parce que les gens, justement, s'intéressent et veulent comprendre comment fonctionnent nos institutions. Et donc, c'est important de profiter de cette fenêtre médiatique pour faire passer des messages. Pour lorsqu'il y a des travaux parlementaires, des missions d'information, des commissions d'enquête, etc., eh bien, on pose les questions qui fâchent. C'est un peu la question de la bataille culturelle, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu pourrais dire, par gauchisme, non, mais finalement, les institutions elles sont bourgeoises, ça va rien changer, donc tu laisses les fachos et les macronistes, c'est un peu les mêmes, avoir le monopole. Non, moi je suis pas d'accord. Donc ça c'est le front intérieur. Ensuite, le front extérieur, c'est qu'effectivement il faut combattre de manière frontale le système, il faut s'y opposer, c'est-à-dire qu'il faut des manifestations, il faut des blocages. Pourquoi ? Parce que ça permet de se montrer, ça permet de visibiliser la lutte. Mais alors,
Je suis d'accord, et ça, il faut le dire, ça a des nuances. Toutes ces formes de lutte, ces différents fronts, ils ont des limites. C'est pour ça qu'il faut les conjuguer pour être efficace. Je suis d'accord que se battre frontalement face au système, si tu n'as pas de stratégie, si tu le fais juste pour faire le beau et pour dire moi je suis dehors et regardez, je combats Macron, etc. et sa police, ça n'a pas trop de sens. Par contre, c'est important de le faire, ne serait-ce que pour... Et surtout, ça a un prix. Enfin, je veux dire, tu dis ça aux millions de personnes qui sont mobilisées et qui ont sacrifié beaucoup, hein, parce que se mobiliser, ça coûte du temps, mais aussi de l'argent. Hein, c'est un sacrifice, je pense à ceux qui se sont mis en grève, mais pas forcément que ces gens-là. Les personnes qui ont pris du temps, qui se sont déplacées, qui sont venues de régions pour aller, par exemple, manifester à Paris, qui n'ont pas grand-chose. Et j'en ai interviewé énormément sur la chaîne. Voilà, pour ces citoyens-là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et pour revenir, pour rajouter quelque chose, je pense d'important aussi à préciser, c'est que pour ton premier axe, l'intérieur, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont voté pendant très longtemps et qui ont été désabusées et qui aujourd'hui refusent de participer à ce qu'eux ils appellent une mascarade, un cirque, enfin peu importe, mais en tout cas, il y a une perte de confiance qui est évidente. Alors, je vais y revenir, mais juste pour terminer. Donc, pour moi, c'est quand même important d'avoir une présence pour montrer que la lutte, elle ne disparaît pas dans l'espace public. Et pas forcément des manifestations avec des milliers de personnes, mais dans vos petits bleds, etc. Le samedi, il y a peut-être un marché, vous faites signer des pétitions, vous faites des stands militants, vous montrez que vous êtes là. Et ensuite, le front parallèle. Je t'écoute, je regarde les questions. Pas de souci. Qu'est-ce que j'entends par le front parallèle ? Eh bien, le front parallèle, c'est l'idée de dire... Tu peux combattre le système de l'intérieur comme de l'extérieur, mais tu peux aussi toi-même construire un autre monde dès maintenant. C'est dire que la révolution, elle peut aussi commencer dès maintenant. C'est dire on n'attend pas le grand soir, on n'attend pas dans 5 ans, 10 ans, 15 ans pour faire la révolution. La révolution, tu la commences maintenant. Le monde, tu le changes dès maintenant. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire comme les camarades de Dunkerque, chez qui j'ai été présenté mon livre la semaine dernière, dans une épicerie autogérée fondée par des gilets jaunes qui s'appelle La Source, et bien dès maintenant, tu mets en pratique tes idées. C'est-à-dire que dès maintenant, tu essaies de traduire tes idées et tes valeurs dans le réel. Tu essaies de mettre en place une alimentation éthique, saine, locale, à des prix qui sont accessibles. Tu essaies d'accompagner, de permettre aux gens de se nourrir sainement et de manière accessible. Je pense un sujet qui est important, la question de la souveraineté sur la question de l'alimentation. Clairement. Acheter sur le territoire français et pas acheter des choses qui ont fait, tout à fait. 5000 km. Je pense que pour beaucoup de citoyens aussi, pour les agriculteurs qui produisent ici, c'est important, qu'ils soient petits ou gros d'ailleurs. Mais clairement, et puis c'est vraiment l'idée de dire, en fait, t'es pas obligé d'attendre que le système, ce système-là prenne fin pour toi-même essayer de construire autre chose. Parce que c'est vachement déprimant de se dire on est obligé d'attendre la fin de leur monde pour construire le nôtre. Non, le nôtre, on peut le construire dès maintenant.